Prochain arrêt, Binge Audio. Bonjour à tous, fifoulous du cinéma et oufada de la science et tous ceux qui nous écoutent en se demandant ce qu'ils vont pouvoir raconter à leur à la prochaine séance, car vraiment ces dernières semaines n'ont pas été palpitantes. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7ème art la ramène, Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins énigmatiques et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Happiness Therapy de David O. Russell, et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment mieux appréhender les troubles de l'humeur. Pour cela, nous allons nous renseigner sur ce qui se cache derrière ce terme, sur la manière dont ces troubles sont traités et sur l'évolution du regard porté sur la santé mentale. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine et chargé de cours à Sorbonne Université. Il est spécialisé dans la prise en charge des nouvelles addictions et du trouble bipolaire. Par ailleurs, il a écrit Pop MC, édité chez Plomb en 2019, et anime un ciné-club au Brady et un cycle de conférences au MK2 sur le sujet, ainsi qu'un festival qui s'appelle lui aussi Pop MC, dont la prochaine édition se tiendra du 24 au 26 novembre prochain au Grand Control à Paris. Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Je suis prêt. Pat, vous devez trouver une stratégie. Je déteste ma maladie et je veux la contrôler. Quoi? Salut. Mais c'est quoi ça? Le juge a dit qu'il était d'accord. Oui, mais le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Je me fous pas tout le temps en colère. Ça te dérange pas que la sœur de Véronica vienne dîner? Tiffany et Tommy? Juste Tiffany. Pourquoi? Où il est Tommy? Il est mort. Qu'est-ce qu'il y a eu? S'il te plaît, évite d'en parler. Salut Tiffany, c'est Pat. T'es jolie? Merci. Comment Tommy est mort? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Happiness Therapy, sorti en 2012 et réalisé par le cinéaste David O. Russell. Le film est une adaptation du roman The Silver Lining Playbook de Matthew Quick et s'intéresse à Pat Solitano, joué par Bradley Cooper, qui vient de sortir de 8 mois en hôpital psychiatrique pour soigner sa bipolarité ainsi qu'une dépression, après avoir agressé l'amant de son épouse Nikki. Ce professeur d'histoire suppléant dans un lycée a désormais tout perdu et est contraint de s'installer chez ses parents. Affichant un optimisme à toute épreuve et déterminé à reprendre sa vie en main, il est prêt à renouer avec son ex-femme. Rapidement, il rencontre Tiffany, interprétée par Jennifer Lawrence, qui a reçu un Oscar pour l'occasion. Elle y est une jolie jeune veuve au parcours mouvementé. Tiffany se propose d'aider Pat à reconquérir sa femme, à condition qu'il lui rende un service en retour, être son partenaire dans un concours de danse. Est-ce que vous avez vu le film, Jean-Victor ? Oui, j'ai même vu plein de fois. Plein de fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà de votre avis de spécialiste, d'expert, qu'est-ce que vous en pensez en tant que spectateur? En tant que spectateur, c'est une bonne comédie romantique, mais qui n'est pas mon film préféré sur le sujet. La comédie est un peu trop classique. C'est vrai que sans l'aspect santé mentale, je pense que ce film, je serais un peu passé à côté. Oh mince, vous aimez pas les concours de danse Si, en plus, j'aime beaucoup les comédies romantiques, mais je sais pas, on a l'impression que voilà, ils ont pris un canevas très classique et ils ont réussi à justement amener la santé mentale, qui était un vrai sujet à l'époque, mais que du coup, ça a peut-être lissé un peu les autres aspérités, je trouve, de cette comédie. Oui, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, peut-être pour parler de santé mentale, il fallait avoir un canevas plutôt évident et simple, comme ça au moins on se concentre sur la santé mentale et moins sur mais vont-ils finir ensemble ? Exactement. Et probablement, et c'est ce qui rend cette œuvre emblématique, c'est à une époque où c'était la première fois qu'il y avait un film autant grand public, porté par un casting aussi prestigieux, qui a été couronné d'un succès à la fois public et critique avec les Oscars, etc. et qui a vraiment ouvert la porte à quelque chose comme Euphoria, où là, pour le coup, on embrasse beaucoup plus de thématiques, ça va beaucoup plus loin dans tous les sens et ça se résume pas à uniquement attention, on parle un peu de santé mentale. Oui, et puis même une histoire, en tout cas un scénario un peu plus complexe aussi. Mais c'est vrai que le film avait été nommé à 7 Oscars, ce qui était rarissime. Je crois que le dernier, c'était un film de Warren Beatty. Alors c'est dire si ça remonte. Alors le film traite de la bipolarité à travers le personnage joué par Bradley Cooper. Alors avant d'approfondir cette notion, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer, Jean-Victor, ce qu'on entend par trouble de l'humeur ? Alors les troubles de l'humeur, c'est une famille de troubles psychiques dans lesquels on va trouver la dépression et le trouble bipolaire qui
qui sont donc les plus connues, c'est donc des pathologies dans lesquelles il va y avoir une dysrégulation au niveau des émotions, ce qui est assez, on va dire, générique, puisque les émotions alors, ne sont pas toujours pathologiques et évidemment, il n'y a pas que ces émotions, il n'y a pas que dans les troubles de l'humeur que les émotions vont jouer, mais voilà, retenons déjà que les plus connus sont le trouble bipolaire, la dépression récurrente ou la cyclothymie par exemple. D'accord, donc là, on a parlé de bipolarité, mais concrètement, ça veut dire quoi, le trouble bipolaire ? Parce que c'est vrai que c'est un mot j'ai l'impression qu'on l'emploie un petit peu à tort et à travers. Dès que quelqu'un change un petit peu d'humeur, on dit « Ah, il est bipolaire ». Il a été un peu victime de son succès, ce terme. Le trouble bipolaire, c'est donc une maladie chronique, donc c'est pas quelque chose qui se guérit spontanément ou qui durerait que quelques semaines ou quelques mois, qui donc va être caractérisé par l'alternance de phases dans lesquelles il va y avoir une excitation. On parle d'excitation maniaque, c'est-à-dire tous les curseurs poussés au maximum, ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire l'insomnie, plus besoin de dormir, parler vite, parler beaucoup, avoir des projets grandioses. Ça peut aller jusqu'à avoir des idées délirantes, mégalomaniaques, quand il interpelle Hemingway en disant voilà, c'est un crétin d'avoir fait une fin comme ça, etc. On se dit que probablement, du haut il est prof de gym ou de je sais plus littérature. Oui. En tout cas, voilà, pour un Américain critiquer Hemingway, on se dit que voilà, il a confiance en lui. Il est en forme, ouais. Exactement. Avec des phases de dépression où on va avoir plutôt de la tristesse, moins d'envie de faire les choses, un envie de se replier sur soi, une diminution de la confiance en soi. Et donc, il va y avoir ces phases-là, mais c'est important de dire que ces phases, elles durent pour les phases d'excitation au moins une semaine, pour les phases de dépression au moins 15 jours. Donc, c'est pas non plus varié dans la même journée d'une heure à l'autre, d'une humeur à l'autre, le trouble bipolaire. Oui, voilà, c'est pas juste les mood swings, l'idée de changer d'humeur en 2 secondes, quoi. Exactement. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être lunatique ou d'avoir 2 personnalités qui sont les clichés les plus erronés sur le sujet et fréquents. Le trouble bipolaire, c'est vraiment des grosses phases d'humeur qui vont varier dans le temps. Et donc, juste pour préciser, il est prof d'histoire, suppléant. Voilà. Mais bon, c'est vrai que prof d'histoire, littérature ou gym, sans prendre à Hemingway, c'est quand même... faut le vouloir. Mais avant, j'ai l'impression qu'on avait appelé ça, ce trouble bipolaire, la maniaco-dépression, l'idée d'être maniaco-dépressif. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'était une manière pas très chouette de dire bipolarité ? Enfin, comment... Voilà. Qu'est-ce que c'est maniaco-dépression ? C'est la même chose en fait. La psychose maniaco-dépressive, c'est le terme qui a été donné par Émile Kraepelin, qui est un psychiatre du 19e siècle et qui en fait a défini le premier en des termes les plus médicaux, donc ce trouble, donc ces variations d'humeur, sachant que on avait déjà des traces de ce qui correspondrait à un trouble de l'humeur bipolaire depuis Hippocrate. Ensuite, donc, on a une description plus moderne de ce trouble. Il se trouve qu'il a été changé à l'initiative du DSM, qui est un outil diagnostic statistique et manuel qui vient des États-Unis, lors d'une mise à jour dans les années 80, qu'on est passé du terme de psychose maniaco-dépressive à celui de trouble bipolaire, ce qui finalement a été une certaine chance pour les patients, puisque le terme est beaucoup moins stigmatisant et a fait que la maladie a été beaucoup moins stigmatisée, que pour les personnes concernées, c'était plus facile de porter le nom du trouble, c'était moins effrayant et finalement ça a permis qu'on en parle beaucoup plus de ce trouble et c'est quelque part un bon exemple qui montre que quand finalement on change un terme stigmatisant, ça permet d'améliorer son inclusion dans la société. La santé mentale, à quel moment on a commencé à s'intéresser, de se dire qu'il n'y avait pas que des blessures extérieures sur le corps, visibles, qui concernaient la santé, mais aussi ce qui se passait dans la tête. À quel moment on s'est intéressé à ça ? Ce qui est très intéressant, c'est de voir que déjà ça a toujours existé finalement. Si on remonte, je sais pas, au suicide de Cléopâtre, en fait, on se rend compte que la santé mentale, ça a rien de nouveau. Ceci dit, pendant très 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 longtemps, du fait, alors on va dire du balbutiement de la médecine, et puis aussi d'un fort rejet religieux de tout ce qui portait autour de la santé mentale, ça a été clairement mis sous le tapis, tabou, et donc finalement, c'était pas un sujet de société. Ensuite, c'est vraiment avec l'avènement, on va dire, les débuts de la médecine moderne, 18-19e siècle. Et évidemment, on est obligé de citer quand même Sigmund Freud qui a beaucoup pensé les choses et qui a aussi permis de quelque part démocratiser quand même des concepts d'inconscient, même s'il n'a pas tout inventé, il a quand même été précurseur et a fait que beaucoup de ces théories sont passées dans les connaissances, on va dire, communes. Et donc,
Le deuxième coup d'accélérateur, entre guillemets, ça va être à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, où pour le coup, et ça c'est vrai qu'on l'oublie souvent, entre guillemets, l'avènement des médicaments psychotropes a permis vraiment un changement complet, où en fait, en 100 ans, entre guillemets, on est passé de, en fait, le seul traitement, entre guillemets, qui existait, c'était isoler les personnes, les enfermer, parce qu'ils étaient trop gênants et ingérables pour la société. Donc, c'était soit le système carcéral, soit le système religieux qui faisait que, voilà, c'était le cachot, c'était, les asiles, en fait. Les asiles, les folles à la salpêtrière, etc., à, finalement, des médicaments qui permettent à beaucoup de personnes de vivre dans la cité, de maîtriser leurs symptômes. Et donc, c'est clairement ce à quoi on assiste aujourd'hui autour de la santé mentale. C'est aussi le fruit de tout ce qui s'est passé, évidemment, dans l'histoire. Tu prends quoi comme médoc? Je prenais du lithium et du Seroquel. Et moi, du Xanax. T'as déjà pris du Clonopine? Du Clonopine, ouais. Je défonce. Je m'en vais, je suis claquée. Tu me raccompagnes ou quoi? Docteur, elle est dingue. Qu'est-ce que tu fous là? Elle savait où j'étais. Elle m'a suivi. Pourquoi tu vas pas courir ailleurs? Ça va, du calme, le taré. Elle a peut-être tout simplement besoin d'un ami. Bon, tu veux qu'on aille dîner là? Passe me prendre à 7h30. Ça va ton boulot? Je viens de me faire virer. Ah bon? Pourquoi? En fait, j'ai couché avec tout le monde au travail. Avec tout le monde? Et alors, je reviens un petit peu sur le personnage de ce cher Bradley Cooper, Pat, atteint d'un trouble bipolaire. Comment on traite ce trouble bipolaire? C'est justement une prise de médicaments? C'est un suivi? Enfin, comment parce que vous dites c'est chronique, donc c'est à vie d'une certaine manière. On ne peut pas en guérir comme on guérit d'un rhume d'une certaine manière. On ne le guérit pas comme un rhume, ceci dit, c'est important et c'est ce que montre le film, que en dehors de ces phases d'excitation et de dépression, il peut y avoir des phases qu'on appelle euthymiques, c'est-à-dire dans lesquelles le moral est normal. Ça ne veut pas dire avoir aucune émotion, mais ça veut dire qu'on peut ressentir de la joie s'il se passe quelque chose de joyeux, de la tristesse, mais sans que ça aille dans les extrêmes et sans que ça ait aussi les conséquences. On peut ressentir tous les jours de la joie et de la tristesse sans que ça nous empêche, par exemple, d'aller travailler. Et c'est tant mieux. Et parfois, on est de mauvaise humeur et c'est pas grave, on y va quand même. Pour le coup, évidemment, dans la dépression ou dans l'accès maniaque, il y a un moment, une rupture dans le fonctionnement du sujet qui ne peut plus faire ce qu'il faisait habituellement. Donc, ce qu'on voit dans le film, c'est que, notamment avec des médicaments, et là-dessus, le film, pour le coup, était assez avant-gardiste et assez drôle, d'ailleurs, lorsqu'ils font des blagues, notamment avec Tiffany, autour de « Ah bah toi, t'as eu tel médicament, celui-là, t'es dans l'espace, celui-là, je l'aime bien, etc. etc. » Et qu'on le voit prendre son médicament, on voit qu'il le prend pour atteindre son équilibre et que c'est pas dramatisé, c'est pas culpabilisé, c'est pas l'injection, Volotine de coucou, tout ça. On est dans finalement quelqu'un qui à un moment prend soin de sa santé et ça, j'ai trouvé ça très positif et c'est comme ça, globalement, on va dire on peut dire que le traitement médicamenteux va permettre une base finalement pour équilibrer avec des traitements qu'on appelle les stabilisateurs de l'humeur ou les thymorégulateurs et qu'ensuite ça va permettre tout le reste, c'est-à-dire la psychothérapie, éventuellement d'autres moyens comme la relaxation, la méditation, l'art-thérapie, etc., la sociothérapie et puis finalement le fait que la personne va bien et arrive ensuite à reprendre son chemin, son travail, ses relations. Donc il y a quand même besoin de cette base de traitement. Aujourd'hui, on ne sait pas équilibrer un trouble bipolaire sans aucun traitement. Oui, c'est un peu comme l'idée d'une personne qui aurait, je sais pas moi, pas de la tachycardie, mais de la tension. Voilà, il va prendre un cachet tous les jours pour contrôler sa tension. Et ça fait pas justement, c'est pas stigmatisant, c'est que c'est nécessaire pour contrôler la tension. Exactement. Et donc c'est la même chose. Enfin, on va y venir après sur justement comment peut-être, en tout cas, si ce n'est normaliser, mais avoir un regard plus inclusif et ouvert vis-à-vis de la santé mentale. Mais ça contribue beaucoup à ça de se dire, tiens, en fait, comme quelqu'un qui aurait de la tension, bien sûr, qui prend soin de lui tous les jours. Il y a un autre personnage, vous l'avez mentionné, Tiffany. Donc oui, d'ailleurs, Jennifer Lawrence, l'Oscar pour sa performance, et on peut dire que c'est une performance qu'elle fait dans le film. Et donc dans le film, elle est considérée, je reviens un tout petit peu sur son personnage, une jeune veuve qui a perdu son mari policier et qui a tendance à coucher un petit peu avec tout ce qui l'entoure et qui a quelques excès d'humeur aussi. Et on dit qu'elle est nymphomane. Je crois que c'est ça qu'on dit dans le film. Et c'est vrai que nymphomane, c'est un mot, même moi j'ai l'impression que c'est un mot très péjoratif. Dès qu'on veut parler d'une femme qui a tendance à vivre sa sexualité, c'est une nymphomane. Donc est-ce que nymphomane est un terme médical ?
Non, c'est un terme alors qui historiquement était médical, mais qui aujourd'hui n'a plus de sens. C'est pas un terme qu'on utilise pour parler de ce qui se rapprocherait de la nymphomanie. On pourrait parler d'addiction, par exemple, sexuelle ou d'hypersexualité. Ce qui est intéressant et pourquoi j'aime bien utiliser ce film, notamment en enseignement auprès de mes étudiants en médecine, c'est qu'il y a justement ces deux personnages, donc celui de Pat avec le trouble bipolaire. Le personnage de Tiffany, ça correspondrait plutôt à ce qu'on appelle un trouble de la personnalité borderline, dans lequel il y a des fluctuations d'humeur. Donc souvent, les étudiants peuvent confondre et parfois, c'est pas simple de faire la distinction en clinique, mais dans le cadre du trouble borderline, ces fluctuations, elles vont être vraiment très rapides. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Le dîner commence très bien, il lui fait une remarque, elle le prend assez mal avec une hypersensibilité et finalement elle plonge dans une rage folle où je crois qu'elle lui balance quelque chose. Enfin en tout cas c'est très violent, la très table, vite. Elle s'énerve, elle sort, elle fait des doigts d'honneur à tout le resto. Oui, elle est très énervée. Ouais. Exactement. Et ensuite ça rebascule, elle passe plutôt sur une émotion de tristesse, etc. Et donc de très loin on peut dire elle est bipolaire parce qu'elle est excitée et triste. Et en fait non, parce que justement cette grande fluctuation, cette grande variabilité, cette perméabilité à l'environnement, le fait, alors c'est assez peu abordé parce que c'est un personnage malgré tout secondaire mais qui reste très intéressant, il y a cette difficulté à se définir, il y a du coup ces relations elle a des difficultés à trouver la bonne distance vis-à-vis de ses interlocuteurs, notamment de Pat, mais aussi c'est vrai pour les autres, et c'est des symptômes qu'on va retrouver dans ce trouble de la personnalité. Oh, c'est une paumée, fais gaffe, elle est tout le temps fourrée chez son psy. Moi aussi, je vois souvent mon psy, ça fait de moi un paumé. Il faut que je trouve une stratégie. Moi aussi. C'est un truc de danse, et je peux le faire que si j'ai un partenaire. Non, je vais pas danser avec toi. C'est elle, la fille dont tu m'as parlé dans ta lettre? T'as parlé de moi? Elle assure. C'est mon ami, avec un A, tu vois. Un A majuscule alors? Pourquoi t'es tout excité comme ça? Parce que je suis heureux. Je suis au top maintenant, et je crois qu'elle aussi, elle est au top. Comment on fait la différence, par exemple, entre quelqu'un qui serait atteint d'un trouble de la personnalité borderline et quelqu'un qui, en fait, est d'une certaine manière lunatique ou cyclotimique ou qui a des sautes d'humeur comment on arrive à déterminer que d'un seul coup, là, il y a besoin vraiment d'un traitement peut-être médicamenteux ou quelqu'un avec qui on doit plus aller sans médicaments. Moi, je me pose toujours cette question-là. Comment on arrive à trouver les limites en tant que professionnel? Alors, c'est une question qu'on se pose un peu pour tous les diagnostics, mais dans ce qui va être, on va dire, universel à tous les troubles, il va y avoir le fait que ça génère une souffrance. Donc, si la personne ne souffre pas de ces variations d'humeur, finalement, nous, en psychiatrie, on a suffisamment de travail pour pas aller enquiquiner des gens qui n'en ont pas besoin et qui ne sollicitent pas. L'autre élément, ça va être que ça va avoir des conséquences dans la vie professionnelle, sociale, amoureuse, familiale, etc. du sujet. Dans le cas, par exemple, du trouble borderline, ce qu'on va souvent voir associé, ça va être des tentatives de suicide, par exemple. Ça va être des troubles du comportement alimentaire avec un rapport à l'alimentation qui va être irrégulier, notamment avec des crises de boulimie. Il va y avoir des scarifications. Donc, ça va aller vraiment au-delà de juste quelqu'un qui va être lunatique ou quelqu'un juste qui, un jour, est de mauvaise humeur et le lendemain, non. Donc, il y a vraiment... Alors, évidemment... Il y a toujours une question de sévérité et dans certains cas, un trouble borderline qui serait léger, ça peut être un peu plus compliqué, mais à ce moment-là, on va partir vraiment de la souffrance de l'individu pour finalement nous guider. Et vous dites, on a assez de travail avec nos patients déjà pour aller embêter ceux qui ne le réclament pas. Mais est-ce que vous sentez, vous, en tant que professionnel, que vous avez plus de personnes qui viennent vous voir qu'auparavant? Ou est-ce que un film, par exemple, comme Happiness Therapy, permet de démocratiser ces questions-là et d'un seul coup des gens de se poser des questions sur leur santé mentale? Est-ce que vous avez senti un changement sur peut-être l'appréhension de ces questions de santé mentale? C'est une question qui est très vaste et complexe. Alors oui, probablement les chiffres épidémiologiques le montrent et ça s'est accéléré depuis le Covid. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des troubles psychiques et qui ont besoin de consulter. Il y a aussi en face le fait qu'on était déjà saturé le système de soins en psychiatrie avant le Covid et donc forcément une explosion de la demande de soins face à des ressources qui sont les mêmes, voire qui diminuent. L'équation, elle n'est pas très bonne. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un mouvement de société en ce moment autour du fait
qu'il y a plus de visibilité, notamment de certains troubles. C'est beaucoup vrai pour le trouble bipolaire, qui a été vraiment abondamment traité dans des séries comme Homeland, comme Euphoria dont on en parlait, le film Happiness Therapy et une autre série qui s'appelle Empire. Enfin, il y a eu énormément de personnages fictionnels, il y a eu énormément de célébrités, Mariah Carey, Catherine Zeta-Jones, Kanye West, Selena Gomez ont parlé également de leurs troubles. Donc ça apporte une médiatisation, une visibilité très importante aux troubles, dont le trouble a pu à la fois bénéficier avec un stigma qui est allégé pour les personnes concernées. Le, quelque part, revers de la médaille peut être que certaines personnes, du coup, arrivent avec ce diagnostic alors que c'est autre chose alors que c'est d'un autre trouble dont ils souffrent, voire pas de trouble. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas que du positif, mais malgré tout, ça amène quand même vraiment beaucoup de personnes à consulter. Et nous, en tant que médecins, c'est notre rôle aussi de dire, en fait, non, ce que vous avez, c'est pas un trouble bipolaire, c'est autre chose, ou c'est pas quelque chose qui relève de la psychiatrie. Et c'est vrai que ce coup de projecteur, quand on compare avec une pathologie comme la schizophrénie, qui a à peu près la même prévalence, donc autour de 1 à 2% de la population, on n'a à ce jour aucune célébrité médiatique d'importance qui a parlé de ce trouble. On a peu de films sur le sujet et la plupart des films vont être extrêmement stigmatisants, vont toujours montrer quelqu'un de violent, quelqu'un qui doit être enfermé, etc. Et finalement, on voit que c'est beaucoup plus difficile à porter ce diagnostic-là pour les personnes. Donc, ce qui est fascinant et hyper intéressant, c'est de voir que ces représentations modifient aussi concrètement la manière dont les personnes peuvent vivre avec leurs troubles, sont pris en charge, sont considérés dans notre société. Donc, il y a à la fois cet aspect pédagogique qui est intéressant, mais aussi, et c'est assez unique, voilà, la prise en charge en cardiologie ou en égyptologie, les recherches, elles évoluent pas tellement au rythme des films sur le sujet. Oui. Là où pour la santé mentale, ça change la vie des gens et ça, comme en tant que médecin, évidemment, c'est génial. Oui, c'est vrai que la représentation, en tout cas, de la santé mentale au cinéma est de plus en plus prégnante, mais vous le disiez, certaines maladies et moins d'autres. Donc pour vous, en fait, finalement, c'est plutôt vraiment une bonne chose et pas quelque chose qui est trop caricaturé. Enfin, même si ça l'est parfois, j'imagine. Donc, vous le disiez sur la schizophrénie, par exemple. Mais donc, pour vous, c'est une bonne chose que ça soit représenté. C'est ce qui aide à changer le regard, même déjà peut-être du potentiel malade sur lui-même, mais aussi de la société, en fait, sur ces personnes qui sont atteintes de troubles. Exactement. Alors, c'est quelque chose qu'on peut travailler sous différents axes. À l'hôpital Saint-Antoine, on a un groupe de psychoéducation pour les personnes qui sont atteintes du trouble bipolaire, dans lequel, une des séances, on regarde justement un film. Alors, c'est soit Happiness Therapy, soit en général Mr. Jones, où du coup, le film aide à comprendre la représentation, à comprendre les symptômes. Et aussi, l'idée, c'est que le film puisse être un outil pour que la personne concernée en parle, le regarde avec son entourage, dit tu vois, ma maladie, c'est pas du cinéma, ça concerne d'autres personnes, tel symptôme, j'ai pu l'avoir, etc. Donc d'en faire vraiment un outil de discussion et d'échange. Et puis ensuite, l'autre aspect que j'utilise beaucoup avec Culture Pop et Psy, c'est de toucher un grand public qui serait peut-être pas venu à une conférence à la Sorbonne ou à l'hôpital, mais qui va voir le dernier film avec Bradley Cooper parce que le public le trouve agréable à regarder. C'est pas fou. Voilà. Ou Jennifer Lawrence. Et finalement, se trouve happé par cette histoire. Et c'est un très bon support pour ensuite, en le décortiquant un peu, parce que bien sûr, il ne faut pas le prendre comme un documentaire, mais en disant tel symptôme, c'est juste, ça peut parler de la santé mentale, tel autre, ça l'est moins. Et finalement, c'est des outils de transition, de médiation que je trouve hyper puissants et efficaces. Donc en fait, cette déstigmatisation, si on peut dire ça comme ça, de la santé mentale, c'est parce que d'un seul coup, on a changé le regard et on a changé qui parle, en fait. C'est vraiment ça, selon vous. Et c'est pour ça que si Pop & Psy existe. Effectivement, avec Pop & Psy, l'idée, c'est à la fois d'avoir une position et un savoir d'expertise sur le sujet. C'est mon métier, c'est ma spécialité d'être médecin psychiatre au quotidien et évidemment s'appuyant également sur le discours et le savoir expérientiel des personnes concernées, que ce soit sous forme de témoignages ou d'ailleurs sous forme de création artistique et de films. Et c'est ce qui rend... c'est que le dénominateur commun, moi, des œuvres qui m'ont touché sur le sujet, on m'avait un peu parlé de Mélancolia, par exemple, de Lars von Trier,
Fear, de la série Euphoria, enfin de beaucoup de ces œuvres-là, c'est que ça sort pas de nulle part et que ce soit d'ailleurs dans la réalisation, dans l'écriture, mais aussi dans l'incarnation. Je pense alors notamment à Bradley Cooper, qui a aussi parlé de sa santé mentale, qui a parlé des addictions dont il a été atteint, de son parcours de soins, etc. Ça apporte probablement un supplément d'âme. Alors ça fait peut-être un peu cliché, mais en tout cas une authenticité et le fait que, à l'inverse de ce qui s'est longtemps passé, on n'est pas dans juste le côté voyeuriste ou un peu zoo-humain de on va vous montrer quelque chose d'abject, quelque chose de très effrayant, quelque chose qui a un des ressorts du cinéma et pourquoi pas, et moi de toute façon je suis pas pro censure, donc pourquoi pas avoir 7 Scream dans lesquels les tueurs sont plus ou moins systématiquement atteints d'un trouble vaguement psychique, etc. Même si dans les derniers Scream il y a des choses intéressantes parce que justement même l'héroïne a un trouble et donc c'est un autre sujet, mais c'est intéressant en tout cas. Aujourd'hui il y a d'autres représentations, d'autres supports qui existent et c'est ce qui est important je trouve dans la diversité du cinéma actuel, notamment parce que, et ça c'est plus un avis personnel, mais qui est relativement étayé. Finalement, ces enjeux de représentation, de qui en parle, comment les interprète, finalement rejoignent d'autres sujets. Et alors, il y a des débats, même aujourd'hui, très américains. Est-ce qu'un personnage concerné par un trouble du spectre de l'autisme doit être incarné par une personne vivant avec ce handicap, etc. Et donc, c'est des questions qui sont intéressante, voire vertigineuse, parce que pour le coup, beaucoup d'interprètes, dans le monde du cinéma, mais de la musique aussi, se trouvent, n'ont pas attendu ça pour avoir des troubles psychiques. Donc, et si le cinéma se pose autant de ces questions, c'est probablement parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de cette culture. Donc, et c'est génial. En tout cas, ça ouvre beaucoup de questions, je trouve, et finalement, ces enjeux de représentation, d'inclusion, de diversité, ils rejoignent d'autres enjeux. Et c'est vrai que probablement qu'on parle aussi énormément de santé mentale dans la fiction, notamment dans les séries, depuis qu'il y a Netflix, et que Certain Reason Why, un nombre incalculable de séries Netflix ont un personnage ou plusieurs personnages ou tous les personnages avec un trouble psychique, parlent d'addiction, parlent de représentation de genres différents, et finalement les personnes ne sont peu résumées que par leurs troubles. Enfin, c'est une époque qui, je trouve, est assez fascinante pour moi en tant que jeune, peut-être plus si jeune psychiatre, parce que ça fait 10 ans que j'exerce. Non, ça fait 10 ans que j'ai commencé mon internat. Toujours est-il que on n'a jamais assisté à ça, et ça, c'est très stimulant en regard de beaucoup de difficultés que traverse ma discipline en ce moment. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, maintenant pour continuer cette déstigmatisation? Parce que là, on a parlé des représentations qui sont nécessaires, qui sont essentielles. C'est les représentations cinématographiques, notamment, il n'y a pas qu'elles, vous avez parlé aussi des personnalités et autres, la musique en parle également, contribuent à notre imaginaire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer dans la société à déstigmatiser les personnes atteintes de troubles de l'humeur, atteintes, en tout cas, ayant une santé mentale fragile? Comment, en tout cas, empêcher qu'on continue à dire « Oh mon Dieu, cette personne est folle ». Voilà, c'est terrible de dire « Elle est folle ». Effectivement, vaste question. Alors, je pense que effectivement, il y a déjà beaucoup de pathologies qui pourraient bénéficier de cet effet-là. Je pense avant tout à la schizophrénie, comme on en a parlé, qui reste une des pathologies les plus stigmatisées. Je pense aussi, alors évidemment, je parle pour ma paroisse, que l'image des professionnels de la santé mentale pourrait en bénéficier. C'est un exemple, et je finis d'ailleurs mon premier livre Pop et Psy là-dessus, sur l'effet Jurassic Park, où aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de découvertes en paléontologie que grâce à ce film qui a montré une nouvelle image du métier, très fantasmé et très Spielbergienne et génial. Moi, c'était un film, un de mes premiers chocs cinématographiques à 7 ans. Oui, c'est pour ça que je vous aime. Et bon, j'ai voulu être aussi paléontologue. On est sur un ratage de mon côté niveau carrière, mais voilà. On voulait tous soigner des tricératops sur l'île de l'Isla Sorna. Bon, toujours est-il que ça a permis de changer concrètement
l'image d'une discipline. C'est vrai que la santé mentale traverse une zone de turbulence depuis pas mal de temps, mais on a aussi un manque de vocation et j'espère qu'un jour le cinéma pourra aussi réussir à traiter ça d'une autre manière et de pourquoi pas créer des vocations, puisque je crois beaucoup en la déstigmatisation et c'est une des priorités, mais évidemment ça va pas résoudre tous les soucis et que à un moment certains de mes collègues sont peut-être plus mitigés que moi, parce qu'il y a aussi le fait de se dire oui, si on peut encourager des gens à consulter, mais en face de ça il faut qu'il y ait les ressources. Qu'est-ce que politiquement on peut faire aussi, parce qu'il y a peut-être un manque de ressources pour la psychiatrie. Exactement. Sauf que moi mon point de vue là-dessus, c'est que en fait le politique il changera à partir du moment où il y aura un débat de société, à partir du moment où les représentations elles évolueront. Les hommes et femmes politiques ont eux-mêmes leur représentation souvent extrêmement stigmatisante et finalement, comme tout le monde, j'espère, ils vont un peu au cinéma, ils regardent un peu de quoi on parle dans les médias, peut-être qu'ils ont un abonnement Netflix et que petit à petit, là aussi finalement, on va permettre de faire bouger les lignes et d'améliorer finalement l'inclusion des personnes concernées. Je sais que tu veux pas écouter ton père, mais quand la vie t'offre une chance à un moment pareil, c'est un péché de ne pas la saisir. Je vais vous dire, moi, ce que je crois. Il faut s'accrocher, et si on reste positif, on a droit à un rayon de soleil. Avant de vous laisser, en tout cas, Jean-Victor, déjà merci pour toutes ces informations. Et moi aussi, je souhaite beaucoup plus d'inclusivité, moins de validisme aussi, vis-à-vis, en tout cas, des personnes atteintes de troubles psychiques. Mais moi, je vous ai imposé un film qui est Happiness Therapy. Vous l'aviez vu, vous le traitez évidemment dans Pop MC, vous le traitez dans les cycles OMK2. Mais j'aimerais bien que vous m'en recommandiez un autre de film. Alors, pas forcément lié aux troubles de l'humeur. Vraiment, je vous laisse faire parler le cinéphile en vous, Jean-Victor. Le film que j'ai envie de citer, c'est Showgirls de Verhoeven, parce que le prochain cycle, justement, je travaillais là-dessus cet après-midi, le prochain cycle du cinéma, le prochain cycle du Ciné-Club au Brady sera consacré au concept de fame et des liens entre célébrité, créativité et troubles psychiques, et j'avais envie de commencer le cycle par Showgirls. J'aurais pu aussi, du coup, désolé, je réponds mal à la consigne, citer celui qu'on va regarder tout à l'heure, qui est The Hour, avec ce trio d'actrices incroyables, Julianne Moore, Nicole Kidman et Meryl Streep, autour du livre de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Donc c'est vrai que c'est difficile d'en citer peu, mais voilà, je citerai ces deux-là parce que c'est des films que j'aime beaucoup, qui m'ont plu en tant que spectateur, sur lequel je trouve que c'est un bon support pour parler de santé mentale et que j'ai envie de revoir sur grand écran. Oui, et Showgirls, le film de Paul Verhoeven, qui a été pendant très longtemps conspué et qui d'un seul coup fait un comeback depuis quelques temps, en tout cas a été réestimé. Donc c'est intéressant comme quoi, là aussi on peut stigmatiser un film et il a une chance de sortir des ornières, comme quoi. Finalement, c'est presque très proche de ce dont on parlait pendant ce podcast. En tout cas, merci beaucoup Jean-Victor Blanc d'être venu nous donner des nouvelles de la santé mentale. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.